محلكم يا نجوم يا منسي القمر يا مصبح الليل. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à vous installer. Nous allons poursuivre notre colloque avec cette troisième table ronde intitulée « Islam des Lumières et République ». Islam des Lumières, nous en parlons forcément, c'est le thème de ce colloque, nous en parlons depuis notre toute première table ronde. Il faut savoir qu'un des premiers penseurs musulmans à se revendiquer des Lumières est l'écrivain libanais Farah Antoun, qui est né en 1874, qui est décédé en 1922, traducteur arabe de Voltaire et Montesquieu. Il s'en inspira pour concevoir l'idée d'une cité idéale qui ne peut être que le produit d'un effort de réflexion historique et scientifique mené par des personnes de bonne volonté. Pourfendeur de l'islam politique, Malek Shebel œuvrait pour libéraliser et soutenir la culture en islam. La culture est un baume pour apaiser les âmes et les cœurs, écrivait-il. En 2013, il avait lancé le premier numéro de la revue Nour, une revue pour un islam des Lumières. Et sur la couverture de cette revue, on pouvait y lire les deux O de Nour, la lumière en arabe, qui sont aussi ceux de l'Orient et de l'Occident. Ces deux O qui s'enchevêtrent pour laisser apparaître un interstice, symbole du dialogue que cette revue souhaitait favoriser. Car Malek Shebel, c'était aussi et surtout, rappelons-le, l'homme de la rencontre et l'homme du dialogue. Alors pour cette troisième table ronde intitulée Islam des Lumières et République, je laisse le soin à Ghaleb Benchir de mener les débats. Une petite question avant le début de la table ronde. Pour Ghaleb Benchir, je rappelle, qui est islamologue de formation scientifique et philosophique, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages, qui produit et anime l'émission Questions d'Islam sur France Culture et qui anime l'émission Islam sur France 2 et qui a aussi cette double casquette, là c'est plutôt une triple casquette, puisqu'il fait beaucoup de choses. Il était aussi président de la Fondation Islam de France. Alors ma question pour Ghaleb Benchir, en ces temps de crispation, dans une société qui est de plus en plus segmentée, je parle de la société française, comment concrètement pouvons-nous instaurer un dialogue constructif entre les musulmans en France, entre eux, mais aussi entre les musulmans en France et les institutions? Quels sont les outils dont nous disposons aujourd'hui pour pourfendre cet islam politique? Bien, merci infiniment, ma chère Soraya, d'avoir cette transition. Encore une fois, je le dis à nos amis auditeurs ici, ici ce n'est que le citoyen, et certes au nom de la Fondation de l'Islam de France, que j'interviens. Alors, toutes ces questions, et j'ai même entendu tout à l'heure, l'islam est-il soluble dans la République, la fameuse incompatibilité irréductible entre l'islam et la laïcité, comment favoriser un dialogue entre les musulmans eux-mêmes et leurs propres concitoyens. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la fameuse table ronde ici. Ce n'est pas à moi de donner les réponses tout de suite. Vous êtes tous conviés, il suffit pour cela que vous vous inscriviez pour aborder la question de la fragmentation, de la segmentation ou de la fracturation de la nation à cause ou grâce ou avec ou sans le fait islamique, à l'hôtel de ville, lundi prochain, nous organisons un débat là-dessus. Donc ça, c'est la Fondation de l'Islam de France et ce n'est pas uniquement de la réclame ou de la publicité, c'est pour dire qu'il y a d'autres contextes et d'autres registres pour cela. Maintenant, je dois m'acquitter d'une dette. C'est que le grand rabbin Haïm Korsia m'a chargé de vous dire son amitié, son respect, et il aurait tant souhaité être ici, depuis tout à l'heure, parce que nous l'avions vu au moment de l'inauguration, et il est retenu, il était contraint de partir. Je salue dans la salle, parce que je l'ai vu tout à l'heure, l'abbé Alain Maillard de la Morandée. Donc ça remonte à l'histoire où Malek Shebel, Haïm Korsia
et Alain Maillard de la Morandais sévissaient, si je puis dire, mais nous regrettons qu'ils ne sévissent plus, sur, à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait, C8, avec les enfants d'Abraham. Bon, maintenant, je donne la parole tout de suite à nos amis intervenants dans l'ordre suivant. D'abord, Jalil Asbahi, ensuite, Homero Marondio, ce sera par la suite Anwar Kbibesh et nous finissons avec Baliza Khiari. La question de la République et de l'islam des Lumières. L'islam des Lumières, c'est une expression qui a été déconstruite tout à l'heure, elle doit l'être plus tard, nous en parlerons, il faut aussi discuter de quelle lumière s'agit-il et au-delà de l'expression, comment en acte faire en sorte que cette expression, ce concept, cette notion puisse être une réalité concrète au sein de la République. Parce que les citoyens musulmans sont attachés au pacte républicain. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et puis, il y a des difficultés d'une offensive wahhabo-salafiste. Il y a lieu aussi de savoir l'endiguer. Voilà, globalement, le décor est planté. Chaque intervenant, chaque intervenante aussi. Maintenant, il faut faire attention avec le vocabulaire. D'ailleurs, je ne dirais pas chercheur, je dirais chercheuse ou chercheur tout court, parce qu'il y a certaines fonctions que je ne féminise pas. Et ce n'est pas pour autant que je fais preuve de sexisme ou de machisme. Donc nous commençons par Jalil Asbahi, qui se trouve être chercheur associé à la chaire de l'histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France, cette grande institution. D'ailleurs, nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés. Elle va nous brosser un tableau. La gageure, c'est qu'elle essaiera de le faire en 7 minutes. Bon, 7 minutes un peu élastiques, mais 7 minutes. Voilà, ma chère Jalila. Si vous voulez bien prendre la parole ici, le micro est là. Si vous voulez aller au pupitre, le maître mot ici est la liberté. C'est quand vous souhaitez. Ben, c'est très bien. Bien, merci beaucoup, cher Khaled Bencher. Merci également à Michael Chebel qui m'a invité. Merci à la Fondation. Merci également à l'IMA d'accueillir ce colloque ici. Bon, puisqu'il est question de l'islam et des Lumières, ou l'islam des Lumières et la République, j'inverserai tout simplement l'ordre des choses en disant que je vais partir des Lumières françaises pour arriver à l'islam de France. Donc je vais brosser un tableau très rapide qui part pour voir tout simplement comment s'est construit ce rapport depuis le XVIIe siècle en France. Donc le rapport dans le double sens, c'était les rapports de la République à l'islam et rapport de l'islam et des musulmans à la République elle-même. Voilà, donc si je reprends depuis les Lumières, la première chose, en fait, quand on commence à s'intéresser à l'islam, au moment de l'islam, au XVIIe siècle, on est dans une perspective comparatiste. C'est-à-dire que les philosophes français, en particulier Voltaire et Montesquieu, vont s'intéresser à l'Empire, à ce qui se passe dans l'Empire ottoman, à la manière dont est vécue la foi, et pour cela, ils vont commencer à comparer l'islam et le christianisme. La comparaison n'est pas toujours flatteuse, et de là va découler ce qu'on a appelé le despotisme oriental. Dans cette même démarche des Lumières, on va avoir une autre vision. On passe du comparatisme au déterminisme. Le déterminisme dans le sens où si les sociétés musulmanes n'évoluent pas, c'est à cause du climat et donc des conditions de vie qu'elles ont. Et donc il y a cette idée de toute manière de progrès
qui serait interdit, ou en tout cas les sociétés musulmanes sont inaptes à progresser à cause du climat qu'elles subissent dans les régions qu'elles habitent. On arrive du XVIIe siècle, ce sont des périodes qui se suivent, à la période dite du romantisme, et là on va avoir en quelque sorte une réintégration de l'art musulman, en fait de l'art de vivre musulman, et on va le retrouver dans tout ce qui est littérature, peinture, en France et en Europe en général. L'exemple le plus flagrant de ce romantisme et de cette intégration, en tout cas de l'art de vivre musulman, avec ses licences supposées et ces libertinages des femmes, etc. On va le retrouver chez Loti, par exemple. Enfin, c'est un des exemples le plus flagrant. Arrive, donc voilà, je vous ai fait 2 siècles, donc on arrive à la Troisième République, et là on va tomber dans une troisième période qui va s'appeler la période du réalisme. Le réalisme dans le sens où la République va se retrouver construisant un empire, elle va se retrouver face à l'islam et face à un islam militaire, hein, qui va défendre ses territoires le plus âprement possible, d'où le djihad et les appels au djihad permanent. Donc la construction, le premier rapport déterminant, si on part juste de la fin du 19e siècle, début 20e, c'est une construction qui va se faire contre, en parlant de l'islam, c'est une construction qui va se faire contre la République, hein. Une République hégémonique qui va appliquer, une fois qu'elle aura dominé l'ensemble de la Méditerranée à peu près, le Maghreb et une partie de l'Orient, enfin une partie plutôt le Levant, pour être plus exact, on va avoir des régimes concernant la question du religieux complètement différents d'un État à un autre. Les protectorats ont conservé leur gestion. La France ne va intervenir, en tout cas la République ne va intervenir que pour restructurer, réformer d'une certaine manière les structures, mais elle ne touchera jamais aux structures de base. Ce qui ne se fait pas en Algérie. En Algérie, il y a du moment où la conquête a été extrêmement violente de part et d'autre, et que la résistance en Algérie en particulier et ailleurs, mais en particulier, elle se fait au nom de l'islam. Donc la première chose qu'on va faire, c'est détruire les structures qui géraient le culte musulman, qui légiféraient, etc. Donc on va fonctionnariser le culte musulman en Algérie. Et c'est à partir de cette expérience algérienne qui va être transposée en France, dans l'entre-deux-guerres et même au-delà jusqu'aux indépendances. C'est-à-dire une gestion clairement directe. Jusqu'en 1962, c'est la mosquée de Paris qui va gérer le statut des musulmans algériens, puisqu'ils étaient français, on les appelait les Français musulmans. C'est la mosquée de Paris qui va gérer à peu près tout ce qui les concernait jusqu'en 62. On aura des circulaires également au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc l'État va gérer, malgré la loi de 1905, l'État va avoir, en tout cas la République, va avoir une gestion directe en ce qui concerne les Français musulmans, c'est-à-dire des sujets algériens. Les autres échappent plus ou moins à cette gestion, puisqu'ils relèvent de leur sultan ou du Dey de Tunis. Les choses vont changer après 62. Et là, on n'aura plus d'interférence, si vous voulez, entre la République et les institutions, puisqu'elles n'existent pas.
Donc on va transférer très rapidement aux pays indépendants, enfin surtout l'Afrique du Nord, la gestion des populations musulmanes, de leur culte. Il faut savoir également qu'on est dans une période jusqu'aux années 70, dans une période où vous avez très peu de citoyens français ayant pour religion l'islam. Vous n'allez les avoir qu'au début des années 90. Et là, on va retomber dans autre chose qui va se construire petit à petit, c'est-à-dire que dans les années de défense de l'immigration musulmane en France, etc., vous allez avoir une élite qui va comprendre d'une certaine manière les questions liées directement à l'immigration et les questions de gestion du culte à proprement parler. À partir des années 90, l'État va vouloir en fait la construction d'une diaspora, l'État va avoir besoin d'un interlocuteur, d'autant plus que la demande vient des Français musulmans eux-mêmes, qui se sont installés depuis 3 générations pratiquement pour certains, d'autres pour 4 si on prend les premières générations algériennes. Et les années 90, il y a une demande parce qu'il y a une circulation. L'Europe ne concerne pas simplement les Européens, mais elle concerne également les diasporas, c'est-à-dire que vous allez avoir une mobilité des Français musulmans vers les autres pays européens qui vont en même temps observer la manière dont leur famille installée ailleurs en Europe vivent leur foi et pratiquent leur islam. Et c'est là qu'on va avoir une rupture avec ce qui se passe jusqu'aux années 90. C'est-à-dire que ce sont les musulmans de base qui vont réclamer des institutions à l'État. Preuve en est que l'institutionnalisation aujourd'hui, elle se fait au niveau local, mais elle n'arrive pas à se faire au niveau national. Comment on le voit, c'est en train de se faire, évidemment, mais ce qui a précipité les choses, enfin, ce qui s'est construit le plus rapidement, ça a été quand même cette institutionnalisation au niveau local. Quand je dis que l'islam, et je termine, quand je dis que l'islam s'est construit contre, il s'est construit contre parce à cause de la résistance d'abord à la colonisation et même dans sa phase réformatrice, il ne se construit pas en fonction des Lumières françaises ni de ce que la France a pu apporter. Mais il se construit contre, c'est-à-dire que dès le départ, et si je prends juste un nom très célèbre que tout le monde connaît, c'est celui de Mohamed Abdou. Mohamed Abdou ne prêche pas une réforme de l'islam, c'est-à-dire telle que Malek Shebal le pense, c'est-à-dire mettre à la critique rationnelle les textes ou revenir sur l'histoire de la construction de l'islam en tant que religion, mais simplement il prend la réforme se fait uniquement dans le sens où comment adapter les sociétés musulmanes, comment prendre, en fait, c'est l'inverse, c'est comment prendre la modernité, surtout la question de l'éducation, l'hygiène, etc., tout en laissant tout le reste, comment récupérer la technique, tout en laissant tout le reste à l'Occident, c'est-à-dire qu'on ne lui emprunte pas sa pensée, on ne lui emprunte pas ses techniques rationnelles pour toucher au texte fondateur de l'islam. Donc pour lui, il n'était pas question de toucher au texte fondateur. Et cette démarche-là va continuer encore aujourd'hui. Le débat aujourd'hui en France, il est là. Sinon on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que
la tendance Malik Chebel reste quand même une tendance assez minoritaire aujourd'hui, qui proclame cette réforme, qui proclame également une certaine éducation dans la culture française, tout en vivant sa propre foi, bien évidemment. Pour conclure, je dirais que c'est finalement, si je devais, et là je parle simplement en tant que citoyenne, que si je devais choisir parmi les différentes tendances ou parmi les discours qui se sont tenus jusqu'à aujourd'hui sur l'islam et les musulmans, je prendrais plutôt celui de Malik Chebel dans sa version, et Harkoun, bien entendu, dans les deux versions qui se complètent, qui ne sont pas parfaites ni l'une ni l'autre, mais qui se complètent pour engager un dialogue avec l'État afin de solutionner un certain nombre de problèmes qui concernent les musulmans en France. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. J'ai toujours des scrupules à interrompre une femme de savoir et de connaissance. Donc, bon, c'est vrai que j'ai parlé moi aussi de 7 minutes élastiques. Elles ont été vraiment élastiques, mais bon. Mais vous avez soulevé des questions fondamentales. On aura à en parler tout à l'heure, quand nous aurons écouté tous nos amis ici présents, et ce sera le débat déjà entre vous. Alors, je donne la parole immédiatement à Homero. Homero Marangiopéria est un grand penseur, par l'envergure, la stature et la culture, inversement proportionnelle à sa vraiment son apparence comme ça, parce que c'est vraiment un homme d'une grande modestie aussi, et pour qui j'ai une très grande amitié et admiration. Tant pis, ta modestie doit en souffrir. C'est un sociologue du fait religieux d'une manière générale, un fin connaisseur, je ne dis pas spécialiste, depuis que j'ai appris que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Donc un fin connaisseur du fait islamique, de la chose islamique, de la sociographie des musulmans en France, mais aussi des textes et une pensée que nous devrions tous avoir et étudier. Ben, à toi la parole. Tu as aussi 7 minutes à peine élastiques. Donc, et nous t'écoutons avec plaisir. Je te remercie, cher Ghaleb. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci, Michael, pour cette invitation. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de l'exercice, vu ce que tu viens de présenter de ma très petite personne. Mais j'aimerais commencer avec, et dans le prolongement de ce qui a été dit au cours des différentes tables rondes, et surtout de la première qui a évoqué des aspects donc relatifs à la bienséance, à l'amour et à la sexualité. Il se trouve que je cherchais, il y a déjà un certain temps, je m'intéresse beaucoup aux mots arabes, et je cherchais la signification exacte. MOTS, oui, à défaut de travailler sur les mots MAUX. Et je m'intéressais à la notion de famille, de tribu, etc. Il y avait un terme, donc Atrat Nabi, donc la famille du prophète, et je me dis, tiens, ce terme de la racine Atara, qu'est-ce qu'il signifie? Et donc dans le lisan al-arabe, je trouve en illustration donc de ce terme de famille à travers le lignage, et Ibn Mandour de citer ce vers de poésie. تقول إذ أعجبها عطوره وغاب في قفرتها جزموره أستقدر الله وأستخيره. Me permets-tu de traduire ce vers de poésie qui allie alors lisan al-arabe est le dictionnaire bien connu de la langue arabe qui a été fait qui a été élaboré au cours du Moyen Âge par ce linguiste musulman Ibn Mandour. Et ce vers de poésie dit la chose suivante.
Elle s'exclama, voyant la virilité de son membre, et lorsque sa semence pénétra ses entrailles, donc elle s'exclama, « Astaqdirullah wa astakhiruh » je m'en remets au destin de Dieu et je lui laisse le libre choix, sous-entendu, de m'octroyer une progéniture ou pas. Dans un vers de poésie, vous avez la description de la virilité du membre, donc qui ici fait référence au lignage, donc à la filiation. Vous avez la jouissance et vous avez l'invocation divine. Donc on se posait la question, est-ce que la langue arabe est une langue de la technique ou de l'amour? Vous avez un exemple de réponse qui est concentré dans un vers de poésie et les exemples sont très nombreux. Nous avons évoqué des aspects historiques, pour être un peu plus sérieux dans mon propos, sans être grivois. Nous avons évoqué l'histoire qui est complexe et qui est à la fois très importante. Cette histoire est jonchée de colonialisme, elle est jonchée également de questions qui traversent très fortement les sociétés musulmanes, mais également aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, les musulmans de par le monde. Nous sommes un bout de ces musulmans et il y a le même type de questions qui se posent dans les régions d'Asie du Sud-Est. On pourrait évoquer l'Indonésie, la Malaisie, avec des histoires où, en termes d'interpénétration de population, on a des problématiques qui recoupent en partie celles que nous vivons aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que l'on parle de l'islam en tant que civilisation ou est-ce que l'on parle d'islam à travers ces institutions religieuses qui ont au moins deux fonctions? Elles sont pourvoyeuses de sens, elles pourvoient un sens qui est avant tout eschatologique, en lien avec les choses de l'au-delà, et elles sont également pourvoyeuses de normes. Elles encadrent la vie des fidèles. Il se trouve que dans l'interaction des questions de géopolitique, de politique et de religion, les institutions religieuses, on le voit au cours du XXe siècle, quand elles sont en position hégémonique, et j'ai été sensible également au paradigme intégral que tu as développé précédemment, Dominique, à qui je dois une dette très importante pour mon ouvrage « Rouvrir les portes de l'islam ». Lorsqu'elles en ont la possibilité, elles jouent également un rôle de contrôle social des populations. Et je pense que c'est là où il y a un travail de déconstruction à faire. Parce qu'on peut gloser à loisir, mais quand on vient sur le terrain concret, on voit bien que dans le monde musulman, nous avons deux déclarations des droits de l'homme. La déclaration de la Ligue arabe, la déclaration de l'Organisation de la conférence islamique, qui toutes les deux ont fait sauter la liberté de conscience. Donc si je reprends ce qui a été exposé précédemment, nous sommes au-delà du conflit philosophique entre tradition et modernité, nous sommes dans des dispositions pratiques d'encadrement des populations. Permettez-moi une petite anecdote. Récemment, l'une de mes filles me disait « Papa, je vais tester tes connaissances avec un quiz islam qu'elle avait sur son smartphone. » Donc elle voit une question parmi les différentes questions. Parmi ces péchés, quel est le grand péché, le péché majeur? Et les trois autres sont des péchés... quel est le péché mineur? Les trois autres sont des péchés majeurs. Donc il y avait se moquer du prophète, se moquer du Coran, se moquer de l'islam et tuer un musulman. Il se trouve que tuer une personne était considéré comme le péché mineur. Donc j'ai été un peu saisi, ma fille aussi, et on s'est posé la question du pourquoi et du comment. Alors on peut l'expliquer théologiquement, bien entendu, on peut tout à fait l'expliquer théologiquement. Ce qui m'intéresse, c'est le dispositif pratique qui en découle. Et il se trouve qu'encore aujourd'hui, on tue des gens pour leurs idées, uniquement pour leurs idées, pas pour des actes. On parlait encore, donc pour revenir encore une fois aux questions de sexualité, en 2009, une psychologue égyptienne qui s'appelle Bassant Rachad a écrit un livre
Donc c'était Ar-Rasoul wa hayatuhu az-zawjiyya wal-jinsiyya. Le prophète, sa vie casanière, donc sa vie auprès de ses épouses, et sa vie sexuelle. Et elle a décrit donc une approche psychologique de la vie sexuelle du prophète en montrant que c'était un homme qui était un modèle parfait, y compris dans les questions relatives à la sexualité et même dans son intimité. Sauf que des leaders religieux égyptiens ont mis sa tête à prix. Elle a dû bénéficier, elle et sa famille, d'une protection policière, elle a dû changer de logement, etc. Et c'est le lot d'un certain nombre d'intellectuels. Donc la problématique est très concrète. On peut s'affronter sur tradition, modernité, etc. C'est comme la question relative à l'imamat de la femme. Du point de vue strict du droit musulman, c'est un débat absolument mineur, c'est-à-dire qu'il fait partie des furu'. Et certains leaders religieux ont très bien compris quel était l'enjeu sous-jacent. Si on perd le contrôle social des individus et si on perd le contrôle social plus particulièrement des femmes, ça va être un gros problème en termes de régulation de la vie sociale, c'est-à-dire du point de vue de l'institution religieuse, la perte de cette capacité d'emprise sur les individus. Et encore une fois, tout à l'heure, Dominique Avon avait évoqué la notion de surveiller. Nous sommes dans un contrôle social des populations. Donc je ne vais pas aller plus en avant parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, il y a déjà toute une littérature là-dessus. Pour aller directement à la conclusion de mon propos, je pense qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas au moins deux mesures. La première, quand on parle de modernité, ce n'est plus une modernité occidentale. Est-ce que quelqu'un parmi nous remet en cause la liberté de conscience, c'est-à-dire le libre choix pour un individu d'avoir, de ne pas avoir ou de changer de religion? C'est un acquis de la modernité. Il est universel, sauf dans les pays dictatoriaux ou dans les pays pour lesquels, comme le disait tout à l'heure Karim Ifrak, si une partie significative de la population change, adopte un autre système religieux ou philosophique ou idéologique, du point de vue politique, ça peut aussi poser des problèmes. Actuellement, le pape François a reçu une doléance de 5000 Marocains qui ont adopté le christianisme pour religion. La plupart sont protestants, puisque l'Église catholique ne se risque pas à faire des baptêmes au Maghreb. Ça peut porter préjudice aux responsables religieux en place. Donc la plupart sont protestants d'églises évangéliques, et ils ont demandé au pape de plaider leur cause, c'est-à-dire de pouvoir célébrer librement leur culte. Simplement le droit de célébrer un culte. On n'est pas dans de la philosophie, on est dans une disposition pratique du droit. Est-ce que je peux, en tant qu'individu, me revendiquer, comme le font certains Tunisiens aujourd'hui, dire « je suis tunisien » ou « je suis français » et on ne me demande pas quelle est ma religion. Je veux pouvoir me revendiquer dans ma citoyenneté politique et pas être prisonnier d'une appartenance religieuse de départ qui doit me coller à la peau jusqu'à ma mort. Et c'est là où il y a un subterfuge du côté de certaines institutions religieuses. C'est de promouvoir la liberté religieuse, alors que le véritable enjeu est la liberté de conscience. Donc, première chose qui, à mon avis, est incontournable, si des leaders religieux tiennent des propos qui dérogent directement à des principes d'égalité et à des principes de respect absolu de la liberté de conscience, ils doivent tomber sous le coup de la loi, point barre. C'est quelque chose qui doit être acquis une fois pour toutes dans les pays démocratiques, notamment dans celui où nous sommes. Deuxième disposition qui est beaucoup plus longue, là on se projette sur le temps un peu plus long, c'est l'éducation. Récemment, j'avais commis un article l'an dernier sur droit de Dieu versus droit de l'homme, qui est en libre accès pour le public, pour la fondation Oasis, Fondation catholique internationale, et j'avais consulté encore les derniers ouvrages des manuels scolaires
donc les dispositions, ce qui est enseigné en termes de religion au Maroc et en Algérie. Encore actuellement, le Maroc a pris des dispositions un peu plus coercitives pour changer certains contenus de manuels, mais on a encore une présentation du non-musulman dans ce que j'appellerais une pensée prémoderne, pour m'engouffrer dans la piste qui a été évoquée précédemment, c'est-à-dire des catégories auxquelles on donne encore force de loi. C'est-à-dire des catégories qui emprisonnent les gens dans un statut juridique, dans le droit musulman, qui continue à être enseigné dans les universités musulmanes, dans les universités islamiques. Donc là, on est dans des choses très pratiques. Alors sur le long terme, s'il n'y a pas une éducation des individus à la pluralité et s'il n'y a pas une ouverture sur l'altérité, on ne s'en sortira pas. Et l'enjeu, c'est d'accepter que l'ouverture sur l'altérité, c'est également réhabiliter, et c'est là où le terme que je choisis moi, par exemple, dans mon appartenance musulmane, puisque je suis moi-même partie prenante, je suis à la fois chercheur, mais je suis également partie prenante de cet objet, puisque je fais partie. Alors, le terme le plus approprié, je pense, serait celui d'islam libéral, libéral au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une approche de la religion qui met le primat du libre choix de l'individu dans les façons de déterminer son rapport au divin. Alors, ça peut heurter l'institution religieuse et c'est l'occasion d'un débat. Et on doit accepter que certaines institutions religieuses ne le voient pas sous cet angle-là. C'est tout à fait possible. Une institution religieuse peut tout à fait considérer qu'un individu qui déroge à un certain nombre de préceptes qu'elle considère comme étant fondamentaux ne peut plus être qualifié de musulman. La problématique est lorsque cette institution religieuse revendique le droit d'avoir un contrôle social sur ce ou ces individus. Heureusement, ce n'est pas le cas pour nous en France, mais c'est le cas malheureusement dans un certain nombre de pays. Donc, éduquer pour réhabiliter la liberté de choix qui a pour corollaire la visée éthique telle que l'a définie Paul Ricoeur, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est-à-dire réhabiliter l'articulation entre liberté et responsabilité, mais responsabilité au sens global du terme, c'est-à-dire un citoyen qui est responsable en tant que citoyen au sens politique, mais qui a également une conscience de sa place dans le monde. Merci Homero, merci. Je pense que c'est une gageure de vouloir demander à chacun de parler 7 minutes. C'est que je me ridiculise. Ou il faudrait jouer au père Fouettard, ce que je ne ferai jamais, et surtout pour un colloque qui se veut de cette facture académique. Bon, je continue quand même à poser la question. D'abord à Anouar Kbibesh, qui est un homme de connaissance, un ingénieur dans les télécommunications, mais surtout un acteur de l'islam de France, l'islam en France, l'islam de France, etc. Un acteur institutionnel. Anouar Kbibesh a présidé longtemps le Conseil français du culte. En toute rigueur, on aurait dit islamique, mais malheureusement on dit musulman. Donc le Conseil français du culte musulman. Il préside le rassemblement des musulmans de France, ou quelque chose comme ça pour le RMF, et actuellement il est vice-président du Conseil français du culte musulman pour l'appellation appropriée. Mais en l'absence du président, mon cher Anouar, tu as le titre au complet. Donc, Monsieur le Président, on t'écoutera avec plaisir pour nous parler aussi de la République, parce que la République n'a pas été évoquée avant. C'est pas pour charger notre ami Homero. Ça a été merveilleux et extraordinaire, et c'est très bien. J'ai entendu chez nous en France, on est libre et c'est bien, mais il faudrait revenir à la République parce que c'est le sujet. De toute façon, c'est le sujet pour cette table ronde. Et je compte sur la sagacité des personnes ici présentes, qu'avec leurs questions et à travers leurs questions, on reviendra au sujet. Donc nous t'écoutons, s'il te plaît. Comme tu veux, tu restes assis ou tu vas au pupitre, d'accord ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher frère Ghaleb, pour cette introduction. Je tiens déjà à remercier Michael Chebel pour son aimable invitation pour cette première, je dirais, manifestation de la Fondation Malek Chebel autour de l'islam des Lumières. Les 7 minutes plus ou moins élastiques ne vont pas permettre je dirais, de développer l'organisation du culte musulman ou du culte islamique en France, mais au moins peut-être rappeler quelques valeurs qui ont été mises en avant par Malek Chebel et auxquelles nous sommes tous attachés, et voir parfois quelques déclinaisons dans l'action du Conseil français du culte musulman. Comme ça a été dit par les différents intervenants et intervenantes, il faut faire attention également aux appellations et aux adjectifs. Bien sûr, l'islam des Lumières est d'abord une invitation à l'ouverture envers les autres. Et donc, quand on dit envers les autres, c'est bien sûr envers les autres musulmans, mais également envers les non-musulmans, les autres composantes de la société française. Et c'est la base même de la relation humaine telle qu'elle a été voulue par Dieu. Vous connaissez tous ce verset fondateur, aux hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez, pas pour que vous vous entretuiez. Et donc, bien sûr, les croyants, et notamment les musulmans de France, ont besoin de s'ouvrir vers la société dans laquelle ils vivent, et ses différentes composantes, et ses différentes familles politiques et de pensée. Et bien sûr, cet islam des Lumières est aussi, nous pousse à une reconnaissance de la liberté de conscience, à une reconnaissance de la liberté de religion, à une reconnaissance de l'altérité, comme ça a été dit par Homéro juste avant. Et même cette diversité religieuse ou cette diversité de croyances, c'est une volonté divine. Donc pour les musulmans, ça doit les interpeller pour qu'ils acceptent cette diversité et cette altérité. Et là-dessus, je rappellerai juste un verset très rapidement dans lequel Dieu dit, dans la table servie, sourate la table servie, à chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Et donc ça, c'est vraiment l'institutionnalisation de la diversité religieuse et de l'altérité religieuse. Et c'est une invitation justement à aller vers l'autre dans un dialogue interreligieux, mais également dans un dialogue interconvictionnel. Et ce dialogue interreligieux fait partie des 5 objectifs majeurs du Conseil français du culte musulman quand il a été créé en 2003. Il y a un objectif très clair qui est de développer ce dialogue interreligieux, et ceci, ça s'est traduit par un dialogue institutionnel, puisque en 2011, nous avons réussi à mettre en place ce qu'on a appelé la conférence des responsables de culte en France, qui derrière regroupe 2 représentants de chaque culte en France, donc 2 pour les catholiques, 2 pour les protestants avec le président de la fédération protestante, 2 pour les catholiques avec le président de la conférence des évêques de France, 2 pour le culte israélite avec le grand rabbin de France et le président du consistoire, et il y a également les bouddhistes et bien sûr le Conseil français du culte musulman qui représente les musulmans au sein de ce dialogue, et moi-même je suis membre fondateur de cette conférence, et ça permet justement de dialoguer, d'échanger sur un certain nombre de questions de société. Et justement, quand il y a eu par exemple le dialogue, ou le projet de loi sur le mariage pour tous, c'est un sujet que nous avons débattu. On est en train de débattre sur quand il y a eu les états généraux de la bioéthique, de la PMA, de la GPA et autres. Tout ça pour dire que ce dialogue interreligieux, il n'est pas uniquement sur le plan théologique ou philosophique, mais il répond à des questions pratiques pour essayer d'éclairer et de rapprocher la position des uns et des autres. Cet islam des Lumières est également une invitation au renouveau et à la réforme de la pensée islamique. Et je pense que les savants musulmans l'ont démontré à travers les âges. Les ulamas, les savants musulmans ont changé d'avis à travers, je dirais, les époques et à travers le changement d'endroit. Et ça s'est même retrouvé dans l'un des responsables des 4 écoles de jurisprudence musulmane, qui est l'imam Shafi'i, donc qui a vécu à Bagdad à un moment donné au début de sa vie et qui a émigré en Égypte, au Caire. Et la jurisprudence musulmane qu'il a construite quand il était à Bagdad a été sensiblement différente de ce qu'il a construit, la jurisprudence qu'il a, je dirais, élaborée quand il a été au Caire. Et ça, c'est pour un même savant musulman à la même époque. Alors qu'en est-il ? Alors qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on est
en France et en Europe. Et donc je pense qu'il y a un travail de contextualisation, entre guillemets, de la religion musulmane qu'il faut, et des textes sacrés, ce travail d'effort intellectuel, d'ijtihad, qui est différent du jihad, je vous rassure, mais il y a un effort intellectuel à produire pour faire ce travail de contextualisation. Et c'est pour ça que le Conseil français du culte musulman a mis en place, il y a 2 ans maintenant, un conseil théologique qui regroupe une trentaine d'imams de France. Et ils sont invités à réfléchir justement à ces questions-là. Et ils ont commencé déjà à produire un avis religieux sur la question de la fin de vie, de l'euthanasie, donc il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et puis là, au mois de juin dernier, il y a un avis qui a été donné sur la PMA et la GPA qui a servi au Conseil français du culte musulman lorsqu'il a été auditionné par la mission d'information à l'Assemblée nationale. Donc, les religions, à travers ce dialogue interreligieux, et le Conseil français du culte musulman participent justement à ce dialogue. Et pour votre information, dimanche prochain, il y a une assemblée générale extraordinaire du CFCM dans laquelle il y a une refonte des statuts du CFCM. Et là, on veut aller plus loin, renforcer ce conseil théologique et ce conseil religieux, mais on veut décliner pour la première fois des conseils des imams au niveau des régions et au niveau des départements, pour essayer de réunir l'ensemble des imams d'une région qui sont confrontés, ou d'un département, qui sont confrontés à telle ou telle question, pour qu'ils soient au plus près des fidèles et répondre aux différentes questions qui se posent. Bien sûr, concernant la relation à la République, et comme l'a rappelé Raleb, c'est quand même le thème de cette table ronde, bien sûr, les musulmans de France, à travers cet islam des Lumières, doivent être attachés à un certain nombre de valeurs et de principes. La première de ces valeurs, j'en citerai 4 ou 5 rapidement, c'est l'attachement à une communauté nationale une et indivisible. Ça, je pense que c'est important. Les musulmans de France font partie intégrante de la nation, de la société française. Ils ne peuvent pas être considérés comme des citoyens de seconde zone. Ce sont des Français comme les autres, des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Et ils doivent jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième valeur, c'est l'attachement à la laïcité, qui est respectueuse justement de la liberté de conscience et garante de la liberté religieuse. Et bien sûr, les musulmans de France sont profondément attachés à cette laïcité. La laïcité telle qu'on la conçoit et telle qu'on l'a élaborée en 1905 avec celle d'Aristide Briand, qui était rapporteur de la loi de 1905, et pas la laïcité, entre guillemets, telle qu'elle a été conçue ou pratiquée dans un certain nombre de pays musulmans, une laïcité qu'on appelait à l'époque l'ilmaniya en arabe, qui était plutôt la négation de la religion, alors que la laïcité à la française est plutôt une garantie de la liberté religieuse et une garantie de la liberté de conscience. Et donc cette définition de la laïcité, aujourd'hui, elle est en train d'être intégrée dans l'ADN des musulmans de France, et il faut qu'on proclame haut et fort, les musulmans de France ou les citoyens français de confession musulmane doivent proclamer haut et fort leur attachement à la laïcité. Il y a bien sûr l'attachement à une citoyenneté pleine et entière. Là aussi, c'est quelque chose de fondamental, surtout pour les plus jeunes. Il faut arrêter de considérer ou de voir un tel ou un tel à partir du prisme de ses pays d'origine ou de ses racines. Bien sûr, il ne faut pas les nier. Beaucoup ont la double culture ou la double, identité, mais ils sont des Français à part entière. Ils se sentent ici français et ils n'ont pas à être à chaque fois renvoyés à leur identité supposée de base. Et donc la question notamment de la compatibilité de leur religion avec la valeur de la République, le Conseil français du culte musulman bien sûr rejette totalement cette question et considère qu'elle n'a pas de sens, parce que comme l'a rappelé Raleb dans son introduction, les musulmans de France sont très attachés aux valeurs de la République, au pacte républicain. Et nous savons par exemple qu'il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles nous sommes interpellés, et notamment l'égalité hommes-femmes. Et je fais partie de ceux qui militent, entre guillemets, au sein du CFCM pour que cette égalité et cette équité homme-femme soient reconnues même dans les instances et les institutions représentatives du culte musulman. Et je peux vous annoncer que dans les nouveaux statuts du CFCM qui seront adoptés, j'espère, dimanche prochain, il est inscrit clairement que dans la représentation des différentes instances représentatives, que ce soit au niveau national ou régional, que la diversité homme-femme soit respectée. Pour la première fois, ça sera inscrit dans les statuts et on a repris carrément la formulation qui existe dans les statuts de la Fédération protestante de France, et l'ensemble des fédérations musulmanes se sont engagées dans les futures élections à promouvoir la place de la femme dans ces instances-là.
Ce mouvement a commencé il y a 2 ans par la mise en place d'un groupe de dialogue avec des femmes musulmanes. Elles sont au nombre d'une vingtaine à travers toute la France. Et nous avons déjà fait des actions très concrètes avec 2 colloques au Sénat. Un il y a 2 ans qui était sur le thème d'être aujourd'hui une femme en France. Donc ça ne concernait pas que les femmes musulmanes, mais toutes les femmes. Et le 9 mars dernier, on a organisé un colloque au Sénat sur le thème des violences faites aux femmes. Et c'était quelque chose de fondamental. Et nous avons parlé de l'aspect de la sexualité, je dirais, des droits civils et civiques des uns et des autres, et la vision de la religion musulmane, justement, quelle est la vision au niveau de la théologie musulmane, de la place de la femme et du rôle de la femme dans la société. C'était quelque chose de très très important, puisque nous avons également eu l'intervention du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a fait une présentation formidable. Bien sûr, l'attachement aux valeurs de la République et cette compatibilité entre l'islam, ou est-ce que l'islam est soluble dans la République, pour nous, est un non-sens. Et il faut par contre que les musulmans de France le démontrent tous les jours et qu'ils pratiquent leur religion sereinement en faisant attention à la visibilité de leurs pratiques religieuses. Malheureusement, il y a un certain nombre de musulmans et surtout un certain nombre de jeunes qui s'attachent plus à la forme qu'au fond. La pratique religieuse ou la ferveur de la spiritualité ne se mesure pas à la longueur de la barbe, d'ailleurs j'en ai pas, et elle ne se mesure pas à la longueur du camis, et elle ne se résume pas au port de Nike ou d'espadrilles, sachant que ces espadrilles n'existaient même pas du temps du prophète. Et donc je ne vois pas en quoi ceci a un lien avec la tradition. Et puis le dernier point qu'on ne peut pas escamoter, c'est les risques de radicalisation et de violence, voire de terrorisme. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'une très grande vigilance. Il y a des courants de pensée, effectivement, qui traversent les musulmans à travers le monde entier et qui, parfois, amènent certains jeunes à commettre l'irréparable. Et par rapport à ça, le Conseil français du culte musulman a dû faire face à ce climat post-attentat lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Enfin, déjà, ça a commencé avec Mohamed Merah. Et après, il y a eu Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Bataclan, le père Jacques Hamel qui a été égorgé en plein église pendant la messe. Et je pense que le Conseil français du culte musulman a essayé tant bien que mal de faire face à ces accusations ou cet amalgame qui se faisait entre islam et violence, bien sûr par la condamnation via des communiqués ou via des médias, mais pas seulement. Parce qu'ici même, à l'Institut du monde arabe, nous avons organisé, au lendemain des attentats du Bataclan, déjà le Bataclan c'était le 13 novembre 2015, déjà une semaine après, le vendredi 20, nous avons généralisé un prêche du vendredi dans les 2500 mosquées de France pour dénoncer Daesh à travers un certain nombre de textes, je dirais théologiques, ce qui nous a valu une menace de mort d'ailleurs de la part de Daesh. Et une semaine après, donc le 29 novembre, ici même, nous avons organisé un grand rassemblement citoyen des musulmans de France et nous avons proclamé un manifeste des citoyens de confession, des citoyens français de confession musulmane. Et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui a participé à cette rencontre, a fini par dire, une fois qu'il a écouté cette proclamation, que c'était une déclaration d'amour des musulmans de France à la République. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé les prises de parole de Bernard Cazeneuve, parce qu'il a toujours dit que la République doit pouvoir accueillir dans ses bras ses enfants, y compris ses enfants musulmans. En 2003, le Conseil français du culte musulman a été admis autour de la table de la République, était invité à la table de la République, c'est ce qu'on disait au moment de la création du CFCM, mais on restait quand même des invités, c'était juste de passage. Là, on parle maintenant des enfants de la République de confession musulmane, et je pense, j'ai fait une petite anecdote et je termine par ça. Je fais souvent des tables rondes avec les autres responsables religieux, et François Clavier-Roulier, qui est président de la Fédération protestante de France, dit souvent les musulmans, c'est le dernier venu, il faut leur trouver leur place dans la société française. C'est comme la tante qui vient le week-end, il faut l'accueillir, il faut lui trouver un lit. Et souvent, je lui dis, sauf que les musulmans de France, c'est pas forcément la tante, c'est peut-être la belle-mère. Et il ne vient pas que pour un week-end, ils sont là pour longtemps, puisque c'est la deuxième religion du pays. Je vous remercie. Que dire un mot sur je ne veux pas être désagréable, mais finalement, 7 minutes pour les 3 intervenants sont devenus 13, étonnamment 13. Ni plus ni moins. C'est comme ça, on sort d'ici,
7 minutes, c'est 13. En revanche, je dois à la vérité de dire que lorsque Anwar était président, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire parfois ce machin au sens gaulien du terme. Maintenant, j'ai du respect pour cette institution, surtout si elle change ses statuts. Mais je dois à la vérité de dire que sous sa présidence, il y a eu 2 faits majeurs. Le fait d'avoir demandé à l'ensemble des imams de France ayant ou officiant dans une mosquée de les ouvrir dans cette offensive de charme appelée le thé de la fraternité. Parce que lorsque les mosquées sont ouvertes et que les citoyens, quels qu'ils soient, voisins ou d'autres viennent, sont accueillis, eh bien, il y a moins de crainte, moins d'appréhension, moins de peur. Et puis, bien entendu, au lendemain de l'assassinat odieux du père Hamel, alors qu'il célébrait la messe, Anwar avait demandé à l'ensemble des citoyens musulmans d'aller participer aux dites messes. Il y en avait... Alors moi, j'ai vu à la télévision qu'il y avait un jeune homme qui disait « Ah, c'est la première fois que je vais dans une église ». Je m'étais dit, tiens, il vit dans un environnement avec plein d'églises, d'abbayes, etc. Et il aurait fallu qu'il y ait un drame pour le voir entrer dans une église. Ça montre le fait que l'éducation à l'altérité avait quelques défauts. Et le mot « quelque » n'est pas tout à fait approprié. Bon, donc nous t'en savons gré pour ce que tu as fait, ne serait-ce que pour ces 2 points. Et je sais que tu fais davantage de choses. Alors, ma chère Belisa, faut-il encore te présenter pour nos amis ici présents? Tu es notre maître à tous. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a un travers de la langue française pour la poétesse. Quand elle a du génie, on dit le grand poète. C'est curieux, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas dire que tu es notre maîtresse. Tu es notre maître à tous. Et nous t'admirons, nous te respectons et nous avons pour toi une grande affection. Pour la femme politique que tu es, et tu as été dans la présidence de la Chambre haute de la représentation nationale du Parlement, et tu t'es acquitté de ta charge avec beaucoup d'abnégation et de dévouement. Tu présides actuellement et avec aussi beaucoup d'engagement l'Institut des cultures d'islam. Tu es une militante, de la militance et non pas du militantisme, avec toujours cette idée que le suffixe « isme » étouffe la racine. Mais tu es une femme engagée et tu nous as donné à nous tous l'exemple, un modèle identificatoire et tu as tracé la voie. Donc tu finis en théorie pour 7 minutes, théorie, pour laisser un peu de place pour nos amis ici présents pour le débat qui suivra sur l'islam des Lumières, supposé ainsi, et la République. Alors, merci Raleb pour cette présentation, mais la maîtresse que je suis, ou le maître que je suis, est très scolaire. Et comme on m'a demandé de préparer un texte, je l'ai fait. Je suis très scolaire. Et comme je l'ai fait, et qu'il y a 7 minutes, donc j'ai barré plein de choses, mais je vais aller à la tribune, parce que j'ai plus l'habitude. Et ça va changer un peu. Alors, le couple, c'est bon là? Le micro, c'est bon? Alors, le couple islam-république, donc islam, citoyenneté dans la République, se trouve en butte au cercle vicieux, obscurantisme, islamophobie. Alors, il existe aujourd'hui un phénomène néfaste qui tend à créer une opposition entre la religion, particulièrement l'islam, et la citoyenneté, donc la République. D'une part, l'islam est parfois, on va dire, allez, souvent dénigré. Les médias présentent une version caricaturée de cette religion et mettent en avant, souvent en avant, les représentants d'un islam rigoriste. En face, ils donnent la parole à des personnes pour qui l'islamophobie, ou la détestation de l'islam, parce que souvent on n'aime pas ce terme, constitue une sorte de fonds de commerce. Et d'autre part, il existe, et nous n'allons pas le nier,
une version totalement repliée sur elle-même de la religion, fondée sur le seul respect d'interdits, halal, haram, et on en oublie complètement la verticalité de l'islam, et même on ferait de nos textes scripturaires un code pénal, alors que c'est un élément de spiritualité évident. Et ils fondent sur le seul respect des interdits, et ils proscrivent, bien évidemment, l'usage interprétatif de la raison et l'exercice normal de la citoyenneté, qui serait considéré comme une perversion occidentale. Or, cette version rigoriste de la religion est justement alimentée par la pression des médias et de l'opinion. Les débats enflammés sur le décathlon, sur un bout de chiffon, enfin bref, je vous passe, vous savez aussi bien que moi comment les choses se passent. Alors ce phénomène, il n'est pas seulement de nature idéologique et médiatique, il revêt également une dimension sociale. En effet, le dénigrement alimente aussi les discriminations, tendant in fine à créer des citoyens de seconde zone. Or, la lutte contre les discriminations est un travail d'ingénierie sociale complexe qui n'a jamais été mené à bien. Pour exemple, la difficulté de mettre en débat, par exemple, le droit de vote des étrangers, l'absence de nomination à des postes de la haute fonction publique, enfin, l'absence d'une politique publique d'ampleur contre les discriminations. Et comme l'a observé notre regretté Malek Shebel, et je le cite, il dit « Le sentiment d'appartenance à l'islam progresse à mesure que la justice sociale régresse, ce qui conduit à une substitution de la foi à la loi. » Ainsi, c'est une démonstration, la discrimination nourrit-elle une religion qui se conçoit comme un bouclier et qui tend à exclure ses adeptes de la citoyenneté. Alors, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui peut permettre de sortir de ce cercle vicieux où obscurantistes et islamophobes, détestation de la religion, s'alimentent réciproquement? Moi, je voudrais montrer d'abord que l'islam, spirituel, libre et responsable, est éminemment porteur d'une capacité de citoyenneté. Je voudrais juste rappeler une chose, parce que l'Algérie, en ce moment, est à la une de tout. En Algérie, ce sont les nationalistes, nourris de cet islam-là et d'une vision citoyenne, qui ont mené le pays à l'indépendance, et non les intégristes. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, qui force l'admiration et qui est inspirante, porte son combat sur aucun slogan religieux. Ils sont musulmans. Ils ne sont pas dans le déni de ce qu'ils sont. Ils sont musulmans. Mais le combat porté par nos parents était un combat pour libérer du joug colonialiste. Aujourd'hui, la jeunesse demande à jouir de sa liberté. Donc vraiment, je voudrais que vous ayez ça à l'esprit. Alors, or, cette tradition met selon moi en exergue la dimension de spiritualité portée par l'islam. Elle tire en cela son inspiration de l'exemple du prophète qui a dirigé Médine dans le consensus pour en faire une cité harmonieuse et stable et a élaboré la constitution de cette ville sur le respect du droit. Comme l'exemple aussi d'un grand maître soufi, l'émir Abdelkader, il a été père de la nation algérienne, grande figure soufie, poète et philosophe. Il s'est fortement impliqué dans les affaires de la cité, dans la citoyenneté. Il appelait les gens à s'engager, à s'investir, et a même pris les armes quand il l'a jugé nécessaire pour protéger les siens et protéger son arabité et son islamité. En même temps, c'est le même personnage qui protégeait des milliers de chrétiens à Damas quand ils étaient menacés de mort. Quand on l'interrogeait, pourquoi ce sauvetage des chrétiens? Il répondait, c'est d'abord au nom de ma foi musulmane. Et il disait plus tard, et il rajoutait, il y a un droit de l'humanité au-dessus du droit musulman.
Ainsi, alors que les tenants actuels de l'islam radical s'évertuent à dénoncer la citoyenneté comme une perversion occidentale, la grande majorité des citoyens, des musulmans de France, sont dans l'expression d'une foi sécularisée. Et ça a été très bien dit par Anouar. Je dis la grande majorité des musulmans car il suffit d'observer leur forte implication dans les corps intermédiaires, d'avoir à l'esprit le nombre de morts de soldats musulmans sur tous les théâtres d'opération dans l'armée, de nos forces armées. Enfin, de voir l'émergence d'une élite et d'une classe moyenne ayant une forte conscience du rôle qu'elles peuvent jouer à travers l'exercice démocratique pour reconnaître la volonté des musulmans de s'impliquer dans la vie citoyenne à beaucoup de niveaux. Alors maintenant, quelles sont les conditions de possibilité de cette implication citoyenne pleine et entière en adéquation avec la République? Il est d'abord évident que l'école, qui a un rôle de construction de la citoyenneté, est en première ligne. Il est selon moi nécessaire d'évaluer et de revoir l'enseignement du fait religieux. Alors j'aimerais reprendre les propos de l'intervenant, du dernier intervenant de la dernière table ronde, où on parlait du savoir et du croire. Le savoir relève de la démonstration, le croire à l'évidence relève du besoin de sens. Et l'école doit pouvoir faire la différence entre le savoir qui relève de démonstration et le croire qui relève du besoin des hommes vers quelque chose qui a du sens. D'aborder la colonisation et la décolonisation d'un point de vue d'une histoire partagée, ça a été bien dit par notre sociologue, afin de permettre à chacun de comprendre dans sa complexité la construction nationale et d'apaiser certaines tensions qui perdurent. Il y a la nécessité d'appréhender sa propre culture d'origine. C'est essentiel, car quand on ne sait pas d'où l'on vient, on a du mal à se penser dans le présent et il est difficile de se frayer une voie d'avenir. Alors je dis, il faut se prémunir d'un passé sans avenir, mais aussi d'un avenir sans racines. Ensuite, il est nécessaire d'aller vers un pacte républicain qui permette d'organiser la contribution des religions à la citoyenneté. Ça a été dit par Anouar. En effet, la montée d'un islam revendicatif est bien la traduction d'un pacte républicain fragilisé sur lequel surfent les populistes. Le projet politique de la citoyenneté n'a pas changé et vise toujours à permettre les conditions d'existence d'une démocratie fondée sur l'égalité juridique des personnes. Toutefois, la citoyenneté contemporaine doit aussi se redéfinir autour d'un projet qui vise non pas à déraciner l'homme ou la femme, mais à lui apporter et à lui garantir son émancipation tant intellectuelle que sociale. Dans ce cadre, la religion et l'identité peuvent contribuer à la République quand elles sont tranquillement assumées. Moi, je me définis comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Donc je conclurai en disant, la République, c'est la primauté de la citoyenneté sur l'identité, mais je rajoute, sans déni de l'identité de chacun, et pour les musulmans de France, la pratique d'un islam des Lumières, cet islam spirituel que j'appelle libre et responsable, permet de conjuguer harmonieusement citoyenneté et spiritualité. Et je rajoute que la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour et que la véritable citoyenneté responsable plonge ses racines dans les profondeurs de l'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Belisa. Merci. Tu n'es pas allé autant officieux ou putatif, donc en dépassant les 7 minutes parce qu'elles étaient élastiques, mais tu as parlé 10 minutes, alors que tes co-orateurs en parlaient 13. Tu avais encore 3 minutes devant toi. J'ai vu ça et je t'en sais gré, mais outre la boutade, merci. Tu as dit des propos forts, comme à chaque fois, cruciaux, fondamentaux, et s'ils étaient bien médités, aussi bien par ceux qui président à nos destinées et nos dirigeants auxquels nous prions, pour lesquels nous prions pour qu'ils soient clairvoyants, et aussi pour que les citoyens de tous bords, quels qu'ils soient,
puissent mettre au cœur de leurs préoccupations la citoyenneté, une citoyenneté partagée. Allez, pour cette deuxième partie, ça va être un mini-débat entre les orateurs entre eux, et puis nous aurons, ça je veillerai pour que vous ayez le temps suffisant, votre patience sera récompensée, personne ne partira d'ici frustré. Voilà la règle et la politique de la maison. Homero, je trahis un petit conciliabule entre toi et moi. Tu aurais souhaité poser une question à un de tes co-orateurs. Donc, je le dis publiquement parce que tu auras la possibilité de le faire tout de suite. Vous vous interpellez l'un l'autre, l'une l'autre, les uns les autres. Et après, je pourrais peut-être éventuellement moi-même ajouter une ou deux petites questions. Et surtout, le plus important, c'est de laisser du temps à l'auditoire. Vas-y, je t'en prie. Oui, j'ai été très sensible aux propos de tous les intervenants et intervenantes. Et dans le cadre d'un débat serein entre musulmans, je voulais interpeller Anouar sur deux petits points. Alors, vu tout le travail que tu as effectué, et je peux témoigner que Anouar fait partie des gens qui sont très discrets. Il travaille et puis il laisse beaucoup aux autres aussi, on va dire, comment on appelle ça, la célébrité devant les médias ou autre, et il fait un vrai travail de fourmi sur le terrain. Alors, moi j'ai été interpellé sur une chose, c'est la venue en France du théologien marocain Saïd Al-Kamli, qui a fait beaucoup d'interventions depuis grosso modo 6 ou 7 ans, avec parfois un certain nombre de propos qui sont complètement hors contexte. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je pense que tu as déjà été interpellé. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire émerger maintenant, puisqu'il y a un ensemble de cadres compétents, franco-français, plutôt de faire l'inverse? C'est que des théologiens et des imams de France aillent expliquer aussi à ceux qui viennent temporairement parfois durant le Ramadan, du Maroc, d'Algérie surtout, qui viennent parfois faire des prêches, qu'ils doivent prendre en compte des éléments de contexte. Par exemple, juste une anecdote, Saïd Al-Kamli disait lors d'un séminaire à Puteaux il y a quelques années que le musulman qui avait un collègue de travail avec lequel il avait pu travailler 30 ans, c'était son ami, etc., il ne devait pas assister à ses funérailles, il ne devait pas aller à l'église, et il pouvait juste dire, il l'a dit en darija, kama yqulu hna fi França, bonne condoléance. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent marquer des gens, notamment dans l'acte de fraternité humaine. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, puisque mes acolytes sont ici présents, est-ce qu'on pourrait envisager que, comme nous avons Kaina, Evan, Sophie, etc., qui sont déjà officiantes, notamment c'est le cas plus précis pour Kaina, donc officiante en tant qu'imam, est-ce qu'on pourrait envisager qu'une femme puisse participer à des travaux du CFCM? Est-ce qualité ou est-ce que c'est trop tôt à l'heure actuelle? Ça t'apprendra de venir parler d'islam et de république. Allez, Anouar, je t'en prie. Ça commence bien, effectivement. Non, il n'y a pas de souci. Alors, sur Saïd Al-Kamli, enfin, que les choses soient claires, en fait, il y a deux démarches qui sont menées en parallèle. Il y a une démarche de faire émerger et éclore des savants musulmans français qui imprégnés du contexte français et qui prennent la parole par rapport à des problématiques qui se posent en France. Et c'est l'objectif du Conseil français du culte musulman à travers ce conseil théologique ou ce conseil religieux au niveau national et le conseil des imams au niveau régional. Donc l'idée, c'est bien celle-là. Et même vis-à-vis des imams qu'on fait venir d'un certain nombre de pays musulmans, nous sommes tous convaincus que ce n'est qu'une solution provisoire. Parce que l'objectif, c'est bien de former des cadres religieux franco-français à partir de jeunes qui sont nés ici et qui ont vécu ici. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. En attendant, malheureusement, il y a un certain nombre de manques qui ne peuvent pas être... il n'y a pas forcément de l'autosuffisance à date sur ces questions-là. Et en fait, le discours de Saïd Al-Kamli, il n'est pas adressé au commun des mortels, entre guillemets, musulmans, mais à une catégorie de jeunesse qui parfois, malheureusement, est séduite par des thèses salafistes
Et c'est par rapport à ces jeunes-là qui sont très friands parce qu'il est multilingue. Il parle arabe, il parle français, allemand, anglais, etc. Et quand il vient ici en France, il parle français. Il parle arabe, il parle français. Et il y a une communion, entre guillemets, un dialogue qui s'instaure avec les jeunes. Alors bien sûr, chacun a ses prises d'opposition, sa vision. Nous ne partageons pas tout ce que dit Saïd El-Kamali. Et j'en ai longuement discuté avec lui de ces questions-là. Et à chaque fois qu'il vient, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous discutons et sur lesquels il revoit un peu sa vision des choses. Donc il y a un dialogue qui s'instaure, on ne cautionne pas tout ce qui se dit, mais nous estimons globalement qu'il apporte, ou il comble un certain vide qui, j'espère, sera très vite comblé par des imams et des savants et des oulémas franco-français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la question de la contribution des femmes d'une manière générale aux travaux du Conseil français du culte musulman. Il faut savoir qu'en 2016, en 2015, quand j'ai pris la présidence du CFCM, il y avait 0 femme à l'Assemblée générale, 0 femme au conseil d'administration et 0 femme au bureau du CFCM. Donc on partait de très loin. Nous avons créé ce groupe de dialogue de femmes. D'ailleurs, on a créé 3 groupes, un groupe de dialogue de femmes, un groupe de dialogue de jeunes, parce que les jeunes aussi sont sous-représentés dans les instances représentatives, et un groupe de nouveaux arrivants dans l'islam, communément appelés convertis, mais ce mot parfois interpelle certains. Et donc, on a commencé un dialogue avec eux. Et donc, toutes nos sœurs qui sont là sont bien sûr les bienvenues pour participer à ce dialogue-là. J'apporterai juste un petit bémol concernant le fait qu'une femme soit imam. Parce que je pense que c'est l'un des projets qui sont portés dans le cadre de ce qu'on appelle les mosquées inclusives. Moi, je pense que la fonction d'imam, elle a 3 volets ou plusieurs dimensions. Première dimension, c'est déjà d'acquérir le savoir, d'être érudit ou érudite, je ne sais pas si le mot existe, en sciences religieuses et en sciences islamiques. Et ça, bien sûr, c'est totalement ouvert à toutes les femmes. Et il y a eu l'épouse du prophète, Aïcha, qui était une référence pour les musulmans. Même les compagnons du prophète revenaient vers elle pour avoir des avis religieux. Donc cette dimension est totalement libre et ouverte. Il y a une deuxième dimension de l'imam, que ce soit avec un E à la fin ou sans E à la fin, qui est celle de conduire et d'orienter la communauté et les fidèles. Et aujourd'hui, il y a un phénomène, je vous le confirme, même si ce n'est pas visible, une montée en puissance des femmes dans la gestion et dans l'animation des mosquées en France. Il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui où il y a des femmes qui sont très investies, elles font des colloques, elles font des débats, des tables rondes. Donc c'est quelque chose qui foisonne et qui est très très importante. Et aujourd'hui, elle est en train de prendre un élan, on va dire, exponentiel. La troisième dimension, c'est là où il peut y avoir une restriction, c'est de conduire la prière. C'est le rôle de l'imam. Et là-dessus, bien sûr, moi, j'invente rien, c'est les savants musulmans qui le disent à travers le consensus qui s'est dégagé, c'est que une femme peut conduire la prière pour des femmes, mais par contre, conduire la prière pour des hommes et des femmes, c'est là où il peut y avoir une restriction. Et là-dessus, il y a un débat. Mais en tout cas, ces projets ont l'avantage de poser le débat, d'interpeller, de faire avancer, de faire bouger les lignes. Parce que même le fait que des femmes s'investissent dans les mosquées, dans l'animation des mosquées, c'était quelque chose de relativement restreinte. Voilà. Bien. Baliza souhaite parler. Et toi, tu voulais peut-être réagir. Le débat va être organisé. Après, je mettrai mon petit grain de sel sur un point précis, mais je le ferai après Baliza. Peut-être Jalila aussi souhaite dire quelque chose, donc c'est très bien. Chacun aura la parole. Vas-y, je t'en prie, Baliza. Alors, moi, je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être dit, et je comprends dans la position qu'est Anouar, qu'il tienne ce langage, qu'il tienne ses propos, c'est normal, c'est cohérent avec la position. Moi, je voudrais quand même rappeler que ce sont 2 femmes, Aïcha et Hafsa, 3 femmes, et Salama. C'est à partir de leur codex qu'a été rédigé le texte. Ce sont les femmes qui sont à l'origine de ça. Et je dois dire que, par exemple, dans le soufisme, on reconnaît aux femmes la capacité d'être des guides, d'être d'une forme de guidance. Donc la femme, il n'y a pas, à mon avis, d'interdits fondamentaux
à ce que la femme ne dirige pas la prière. Voilà. Mais je peux comprendre que la société... Et puis, en fait, il faut se rappeler une chose, c'est que pendant 14 siècles, il n'y a pas eu une ligne d'interprétation des textes écrite par les femmes. Pendant 14 siècles, pas une ligne. Ça commence maintenant, avec quelques femmes en Indonésie, aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, l'interprétation des textes est une... Comme dans beaucoup de religions. Je pense que côtier, le fait que des femmes veulent être dans la guidance de la prière, mais voilà, je pense que la question se pose aussi pour les chrétiens, les femmes, mais pourtant les protestants l'ont fait. Donc je pense que c'est une question de temps, et je trouve que, écoutez, les jeunes, chapeau, c'est bien, ça nous fait réfléchir, ça pose un certain nombre de questions, et ça oblige aussi les hommes à se déterminer par rapport à une forme de féminisme. Alors, une question, peut-être à Anouar, dans les statuts, moi je me réjouis de savoir que les statuts du CFCM ont été toilettés. Vraiment, je m'en réjouis. L'inscription, alors je ne sais pas si c'est l'inscription de la parité, peut-être pas encore, ou l'inscription de la diversité. Commencer par la diversité. Déjà. Voilà. L'inscription de la parité, ça serait trop fort. Et je comprends qu'on passe par la diversité. D'ailleurs, en politique, la parité est inscrite de manière constitutionnelle et on n'y arrive pas. Les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt que d'inscrire la parité dans leur propre parti. Donc je comprends que ça soit difficile, mais vraiment, je saluerai je vais lire les statuts, mais je salue cette volonté de toiletter ces statuts qui étaient quand même un peu du siècle passé, quoi. Donc bravo. Et là, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu bousculé ces derniers temps pour en arriver au toilettage des statuts? Question. Voilà. Tu vas y répondre. Je pose simplement la question à Jalila. Souhaitez-vous poser des questions dans cet ordre, j'allais dire, de débat intra-islamique, ou c'est d'un autre ordre? Non, c'était juste, en fait, tout est lié, je dirais. Oui. Voilà, tout à l'heure, le Maroc et la Tunisie et l'Algérie ont été évoqués, et le Maroc en particulier sur la question de la liberté de conscience. Je dirais que le Maroc est pratiquement le seul pays musulman à avoir inscrit dans la Constitution la liberté de conscience. Qu'il y a eu une évolution dans le statut de commandeur des croyants qui était pratiquement jusqu'en 2011 considéré comme le commandeur des croyants des musulmans marocains, par restriction. Maintenant, le concept s'est un peu allongé et c'est à englober commandeur des croyants de tous les croyants de toutes les religions. C'est comme ça que maintenant ça s'entend au Maroc. Pour la simple et bonne raison que la société marocaine, comme la société tunisienne, algérienne beaucoup moins, mais comme la société française et beaucoup de sociétés européennes, c'est une société qui s'est créolisée et donc s'est retrouvée du fait des diasporas avec une population d'origine marocaine, mais en même temps qui s'est convertie au christianisme, soit au catholicisme, soit au protestantisme. Certains sont évangéliques, etc. La question, donc, comme elles se sont créolisées à une vitesse, à la vitesse de la lumière, je dirais, par rapport aux sociétés occidentales, on y retrouve à peu près tous les ingrédients et les problèmes si je prends le cas de la France, en particulier à l'égard d'une religion importée, etc., avec des nationaux, c'est exactement la même chose. Les questions se posent à peu près dans les mêmes termes, et que ce soit le Maroc ou la Tunisie, ils vivent exactement les mêmes problématiques à l'égard de la gestion du religieux. Donc s'il y a rejet,
c'est comme en islamophobie, il ne vient pas forcément du pouvoir, ni même du pouvoir religieux, il vient plutôt de la population. Parce que on a parce qu'il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'ouverture, et que ce n'est pas parce qu'on ferme les églises sont ouvertes au Maroc comme les synagogues, en Tunisie c'est la même chose. Voilà, mais ça vient plutôt d'un certain rejet d'une population qui n'a pas été éduquée ou tout simplement qui adhère à une vision de l'islam plus ou moins radicale en fonction des quartiers, en fonction du milieu social, etc. Voilà, c'était juste pour mettre une précision. Très bien. Vous avez mis cette précision. Elle aurait aussi une nécessité qu'on poursuive le débat. On ne le fera pas tout de suite parce que Anouar attend de donner sa réponse puisqu'il a été interpellé. Tu as été interpellé directement sur est-ce que ce toilettage de ces statuts, c'était sous une pression quelconque ou pas. Et on attend ta réponse. Je pourrais en avoir une, mais je ne la dirai pas tout de suite aussi. Vous voyez bien comment je ronge mes freins. Et puis j'ai appris il y a une quarantaine de jours, un peu plus, que l'ascèse morale, intellectuelle, spirituelle, qui consiste à ne pas réagir et à se retenir. Faire le jeûne de la nourriture, c'est difficile pour les jeûneurs, mais le jeûne de la parole et ne pas réagir au communiqué, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais c'est un jeûne et une ascèse de la plus haute importance. Je tiens à le dire. Et si je le dis maintenant, parce que j'ai des tas de questions à poser que je ne poserai pas, parce que je ne veux pas abuser de ma situation de modérateur ou de facilitateur de la parole, même si je prends quelques minutes pour le dire, mon cher Anouar, si tu souhaites ou tu veux bien répondre à la question de Beliza, nous t'écouterons avec plaisir. Oui. Pour aller vite et donner aussi, comme tu le disais, l'occasion au débat avec la salle, bien sûr, je pense que le CFCM, comme j'ai dit, a été mis en place en 2003. Et la première réforme du CFCM a eu lieu en 2013. C'est-à-dire qu'il a fallu 10 ans pour revisiter les statuts du CFCM. Et les raisons qui nous ont poussé à cette révision de 2013, donc 10 ans après la création du CFCM, c'était notamment 2 facteurs qui étaient plutôt internes au CFCM. Le premier, c'est qu'on était critiqué par cette représentativité basée sur les mètres carrés dans les salles de prière. Et donc ça, on a voulu le gommer. Et nous avons rajouté 2 dimensions qui sont, il y a un nombre de délégués en fonction de la surface de prière, mais pas que. On a rajouté 2 autres critères. C'est est-ce qu'il y a un imam attitré, installé, qui joue un rôle au sein de la mosquée, ça donne lieu à un bonus. Et puis un deuxième bonus, s'il y a des activités culturelles ouvertes aux musulmans, aux non-musulmans, des cours de religion, de cours de langue, etc. Et donc là aussi, ça donne un bonus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on ne va pas se voiler la face, si j'ose dire. On sait très bien qu'il y a des enjeux de pouvoir au sein du CFCM, avec tous ceux qui veulent devenir calife à la place du calife. Et donc, comme la question se posait tout le temps, on a dit on va mettre en place une présidence collégiale, avec une présidence tournante également. Donc les 3 fédérations arrivées en tête des élections se répartissent entre guillemets un mandat de 6 ans, avec chacun devenant président pendant 2 ans, les autres étant vice-présidents. Et donc c'est pour ça que Dalil Boubaker a assuré la présidence de 2013 à 2015, moi-même de 2015 à 2017. Et aujourd'hui, entre guillemets, c'est la composante turque à travers Ahmed Ogara qui assure la présidence, sachant que les élections et le renouvellement devraient intervenir en juin prochain. Donc ça, je dirais, les raisons étaient plutôt internes. Aujourd'hui, les modifications ou le toilettage, comme tu dis, des statuts, il est plutôt pour des raisons externes. Et justement, on est bousculé par 2 types de défis. Le premier, c'est aujourd'hui, on est quand même dans un climat, je dirais, très post-attentat, comme je disais tout à l'heure, avec l'extrême droite qui monte en France et ailleurs, avec des accusations entre guillemets d'islamisation de la France ou de tentative d'islamisation de la France, avec des actes anti-musulmans, pour ne pas parler d'actes islamophobes, des actes anti-musulmans qui sont en augmentation,
avec des accusations que la montée de l'antisémitisme, elle est d'origine endogène musulmane, etc. Et donc il y a beaucoup de défis qui nous interpellent. Et par rapport à ça, on a dû bouger, on a dû s'armer, entre guillemets, pour répondre à toutes ces attaques. Et d'ailleurs, la dernière attaque qui a plutôt visé les musulmans, c'est-à-dire les attaques des 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, le CFCM a surpris tout le monde en portant plainte contre Facebook et YouTube parce qu'ils ont diffusé la tuerie en direct sans réagir. Et c'est quand même on a porté plainte au niveau mondial, entre guillemets, parce que ça ne se passe pas en France. Et ça a créé un buzz médiatique incroyable. Donc le CFCM bouge par rapport à ces défis de la société, par rapport aux défis justement de ces jeunes qu'il faut arriver à toucher, parce qu'ils ne passent pas forcément par la case mosquée, si on fait référence au Monopoly. Par contre, ils passent par la case prison. Et malheureusement, il y a de la radicalisation qui se fait en milieu pénitentiaire. Et ils ne vont pas forcément aller voir l'imam quand ils ont des questions. Ils vont sur Google ou autre. Donc il y a des enjeux et des défis que nous devons relever. Et là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer dans les différentes modifications qu'on a faites, mais ça répond à ça. Puis un deuxième accélérateur de l'action, c'est le foisonnement des initiatives qui se prennent à droite à gauche. Et je prends l'exemple en août 2016, août 2016, il y a eu donc la mise en place de la Fondation de l'Islam de France que Ghaleb Bencher préside avec brio. Et Bernard Cazeneuve, qui nous avait reçus à l'époque, nous a dit on veut recréer une fondation pour le financement du culte, mais le Conseil d'État ne permet pas de recréer une fondation comme celle qu'il y a eu en 2005, la Fondation des œuvres de l'islam, qui finance le culturel et le cultuel. Donc il y a la Fondation de l'Islam de France pour financer le culturel, mais les projets cultuels, c'est aux musulmans de s'organiser en mettant en place une association cultuelle, et c'est au CFCM de prendre la main là-dessus. J'étais président du CFCM, on a pris la main. Ça, c'est un échange qu'on a eu dans une journée islam de France, place Beauvau, le 28 ou le 29 août. Et donc, le 8 décembre, les statuts de l'association culturelle étaient prêts. Par contre, on est rentré dans une discussion à nouveau de qui va être calife à la place de calife, donc qui va présider l'association culturelle, comment on va... Pardon ? Moi, je dis toujours que je serai très heureux lorsque le président du CFCM sera une présidente, mais malheureusement, ce n'est pas demain la veille. Mais... Moi, c'est honnête. Voilà. Donc c'est la question, est-ce que l'islam est soluble dans la République ? Moi, je dirais, je vais aller plus loin, est-ce qu'il est soluble dans la République et dans la démocratie ? Si on regarde de près cette question, je m'aperçois que les musulmans sont solubles dans la République, parce que j'ai l'impression que la République transforme les musulmans d'une certaine manière. On peut le comprendre comme on veut, mais par contre, je ne suis pas convaincu que l'islam est soluble dans la République. Parce que autrement, les Occidentaux n'auraient pas fait tout ce travail de critique vis-à-vis du christianisme pendant plusieurs siècles pour arriver à la démocratie, à la République française notamment, à la laïcité. Et la preuve pour ça, si on regarde par exemple dans les pays musulmans aujourd'hui, on n'a pas de démocratie, en tout cas pas de vraie démocratie. Donc à partir de là, je me pose une question, moi, comment peut-on justement utiliser le travail qui se fait ici en Europe, à condition qu'il soit un travail critique vis-à-vis de l'islam, pour justement influencer les sociétés musulmanes, pour que ça ne soit pas en fait un problème quand les musulmans se retrouvent dans les sociétés occidentales. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a un problème qui s'appelle islam dans les sociétés occidentales. Parce que dire que c'est un non-sens une telle question, à mon avis, c'est faire la politique de l'autruche. Le problème, il existe, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, qu'il y ait du racisme et islamophobie, je suis parfaitement d'accord, mais ça ne peut pas cacher le fait qu'il y a un problème qui s'appelle islam. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit penser à aider, à comment justement utiliser un travail qui va se faire ici, à condition qu'il soit sérieux, pour aider les sociétés musulmanes. Oui, cher monsieur, il n'y a aucune raison pour que vous vous passionniez à la fin de votre question.
On l'a entendu. Personne au monde ne nie qu'il y a un problème. Désolé, parce que le sujet me passionne Il n'y a énormément. aucune raison. Abordez-le Voilà. avec calme et sérénité. Vous avez Voilà. posé la question. Je vous remercie pour votre écoute. Oh, mais elle est acquise et nous sommes là pour ça. D'accord, Jalila dira plus aussi un mot, c'est très bien. Non, mais J'y vais. vas-y, toi, je t'en prie. Moi, je pense que le catholicisme n'est pas soluble dans la République ni dans la démocratie. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il n'y aurait pas eu la laïcité. Donc il ne s'agit pas de dire que l'islam est soluble ou pas dans la République. Il s'agit de dire, est-ce que les personnes porteuses de convictions qui ont un rapport avec l'islam sont solubles dans la République? C'est ma perception. Ce n'est pas tant la religion qui doit être soluble, ce sont les personnes qui sont porteuses de convictions qui doivent être solubles et qui doivent respecter les règles républicaines. Parce que sinon, si ça avait été le cas pour le catholicisme, il n'y aurait pas eu de loi de séparation entre l'Église et l'État. Et la laïcité qui est porteuse non pas de liberté religieuse, mais de liberté de conscience. Et j'aime beaucoup la distinction qu'il faut faire entre les deux, c'est extrêmement important, et de liberté de culte. Je pense que la laïcité est quelque chose qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences. Mais que la question posée sur l'islam est soluble ne me semble pas, je m'excuse du terme, je ne trouve pas d'autre terme, entre guillemets, je le dis entre guillemets, parce que je le dis avec douceur, pertinent. C'est est-ce que les musulmans, ceux qui pratiquent cette religion, peuvent être en adéquation avec la République? C'est ma perception des choses. Très bien. Voilà. Jalila aussi, vous aurez à Oui, répondre. je vais exactement dans le même sens que Baliza. Sachant que ce n'est pas un morceau de sucre qui va se dissoudre dans un verre d'eau. Mais exactement, voilà. Parler d'islam, l'islam n'existe pas. Voilà, c'est juste un concept. Il y a des islams en fonction des sociétés dans lesquelles il s'est propagé ou s'est installé. Donc, si on parle de quelque chose, on parle de musulmans tout simplement. Parler de musulmans et république, je crois aujourd'hui en France, aucun musulman, sauf une infime minorité, ne conteste les lois de la République. Tous les musulmans, enfin la loi de la République s'applique à tous les musulmans en France. Je crois que le statut civil n'a jamais été en contradiction avec le statut musulman. Je crois que tous les musulmans ont le statut civil personnel, enfin ce qu'on appelle le statut personnel de la République et pas celui de la charia. Donc ce n'est pas celle-là qu'on applique aujourd'hui. Ceci dit, l'islam en France n'est pas charia est venue dans sa version drastique à la fin du 19e siècle et encore. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème qui se pose aujourd'hui aux musulmans en France, c'est que il relève d'abord de plusieurs cultures. Jusqu'à maintenant, ça ne posait pas de problème parce qu'on avait un islam majoritairement maghrébin. Dans cette majorité maghrébine, il était plus spécifiquement algérien. Aujourd'hui, vous avez en fait depuis 2001 à peu près, et plus particulièrement ça s'est accéléré depuis 2011, vous avez un islam turc, vous avez un islam syrien, vous avez un islam irakien. Et on n'est pas du tout dans les mêmes conceptions parce que la religion est empreinte de culture et de culture locale, d'où sa visibilité. C'est-à-dire que les migrations qui sont arrivées du Levant en particulier, enfin d'Irak et du Levant, sont beaucoup plus amenées à porter le fichu ou ce qu'on appelle le voile, parce que ça fait partie de la tenue traditionnelle. Et c'est pas du tout le même voile dont on parlait il y a quelques années encore. Donc voilà. Je crois que les musulmans sont bien intégrés. Pardon, même ce voile là-bas est récent, puisqu'il n'y était pas dans les années exactement. 60, 70. Jusqu'à Khomeini, ça n'y était pas. Exact, en fait. Vous avez absolument raison. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un islam de France, c'est un islam qui est aujourd'hui en train de se construire avec les outils
que la République et que la culture française lui apportent, notamment les Lumières. Alors, il y a Michael qui va prendre la parole. Ousmane, j'ai vu qu'il a pris, il souhaite parler. Et monsieur qui, depuis tout à l'heure, patiente, et la patience doit être récompensée. Donc, on commence par le monsieur ici, avec les lunettes. Non, mais il y a un monsieur derrière vous qui a des lunettes. J'espère juste, je parle pas le français bien, mais j'aimerais bien dire un petit comment pour la dame Ladi. À mon avis, je suis pas d'accord du tout. L'islam, c'est une grande culture toute seule. C'est pas un islam de Syrie ou un islam de l'Égypte ou un islam de l'Algérie. L'islam, il vient un islam pour tout le monde. C'est un régime mondial. Si franchement on a éduqué l'islam, c'est une philosophie très très forte. C'est plus fort de n'importe tradition, de n'importe culture. Si on a resté dans ce sujet, on va parler jusqu'à l'année prochaine. Mais mon question, pour pas perdre le temps, la dame Parisa, elle a dit est-ce que l'islam ou le musulman en général respectait la règle de la République? Je pose la question autrement. Est-ce que la République française respectait la vérité des musulmans en France ou pas? Merci. D'accord. Je vais répondre tout de suite, rapidement, parce qu'il dit qu'on pourra rester jusqu'à demain matin à propos de la première question. J'ai compris. Monsieur, sur votre premier propos, bien sûr, l'islam est un, ça je peux le concevoir, mais il est porté par des gens qui viennent de cultures et de traditions différentes et d'horizons différents. C'est ce qu'a voulu dire notre ami ici. Deuxièmement, sur la question, est-ce que la République respecte ? Oui, la République respecte, mais il y a des problèmes. Et j'en ai parlé. J'ai parlé, par exemple, des discriminations qui sont à l'œuvre. Les discriminations sont à l'œuvre. Pour l'emploi, pour un certain nombre de postes, etc., etc. Donc, et il y a des problèmes pour tout le monde. Par exemple, pour la recherche d'emploi, il y a des problèmes pour tout le monde. Les files sont longues. Et bien sûr, quand on porte un nom qui n'est pas très courant, c'est un peu plus difficile que pour les autres. Ma carrière, moi, j'ai dû travailler 10 fois plus que les gens qui étaient comme moi. Beaucoup plus. Mais la France me donne cette possibilité, c'est qu'à partir du moment où vous montrez les compétences effacent l'appartenance. À un moment, il ne faut pas jouer simplement sur la discrimination, il faut aussi poser les bases de compétences. Et à partir du moment où on pose les bases de compétences, on est respecté parce que les compétences, le plus souvent, encore une fois, effacent les appartenances. Très bien. Non. Oui. Enfin, mais, quand je dis non, c'est pas que je veux vous brimer, je ne permettrai jamais. On a compris que vous avez posé la question d'une manière générale et malheureusement, ça arrive au dernier moment. On trouvera l'occasion, la Fondation Malek Chebel organisera d'autres colloques et vous posez votre question dès le début et on en parlera. Maintenant, Ousmane aura le micro et du coup, Michael finira. Je vais aller très rapidement. J'ai en fait 2 questions. La première, c'est la question de la diversité dans la représentation de l'islam de France. Quid des Africains, des Asiatiques, de tout un pan du monde musulman qui se trouve ici. Et je trouve que c'est très problématique et c'est l'un, je pense, des difficultés que rencontre toute représentation quand elle n'est pas si représentative que cela. Tant sur le plan de représentation des courants, tant sur le plan des représentations des communautés musulmanes, comme tant sur le plan de la démocratie, c'est-à-dire que ceux qui sont devant sont élus par ceux qui sont derrière. Donc, je suis dubitatif quant à toute cette effervescence autour de la représentation de l'islam. Quand l'islam, en France, est construit par les populations, les mosquées n'ont pas attendu le CFCM pour se faire.
Donc il y a une auto-organisation qui se fait déjà. La question, c'est ces instances, quel est leur rôle? Pourquoi est-ce qu'on insiste pour qu'il y ait des représentants? Une forme d'église des musulmans qui n'ont pas élus ou qu'on ne donne pas, on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir les élire. Et donc ma deuxième question, je parle en tant que citoyen français. Moi, je suis vraiment, bien dans mes baskets. La République, c'est moi, c'est nous tous. Donc moi, quand on m'a parlé d'égalité, de fraternité, j'ai vraiment cru, et j'y crois encore. Sauf qu'en face de moi, quand je parle avec des élus, et là c'est l'étudiant de Sciences Po qui parle, et une personne qui a participé à diverses élections municipales et autres, notamment au sein du Parti Socialiste, moi je pose la question à la République, à ses représentants. Est-ce qu'ils nous considèrent, nous, issus de l'immigration et des pays colonisés, comme leurs égaux? Ça n'est pas vraiment le cas. Et je crois qu'il y a une partie des difficultés qui sont certes inhérentes à un certain nombre de musulmans agités, mais qui sont aussi inhérentes aussi à un certain nombre de représentants politiques qui ne sont pas fidèles à la laïcité, aux droits de l'homme et à la République en tant que telle. Donc vraiment, je pose cette question. Une République laïque qui se préoccupe autant de la présence des musulmans dit beaucoup de son caractère républicain ou pas. Très bien. Alors, Michael, où est-ce qu'il est? C'est plus toi qui parles, c'est Soraya? Bon. Oui, mais il y a les réponses, bien sûr. Alors, la réponse à la question d'Ousmane, la question... Bon, on a considéré qu'on a répondu en partie, mais d'une manière générale, on y verra. Il n'y a que la question d'Ousmane, du coup. Qui souhaite y répondre? Ah ben, je t'en prie, bien sûr. Rapidement sur la question de la représentation, il y a deux questions de fond qui ont été posées, la question de la diversité et la question de la représentativité. Pourquoi avoir une représentation? Sur la question de la diversité, on peut reprocher beaucoup de choses au CFCM, ce qu'il fait ou plutôt ce qu'il ne fait pas. Moi en tout cas, et beaucoup au sein du CFCM, nous avons une vision lucide des réussites et des moins bonnes réussites du CFCM sur un certain nombre de dossiers. Mais une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est le fait qu'il a au moins un avantage, c'est de réunir toutes les composantes de l'islam de France et toutes les sensibilités de l'islam de France autour de la table. Et ça, c'est vraiment l'un des atouts et des ajouts majeurs qu'a apporté le CFCM, c'est de mettre toutes les fédérations musulmanes, les grandes mosquées, les origines, pour qu'elles se connaissent, qu'elles se reconnaissent et qu'elles travaillent main dans la main. Et ça, je pense que depuis 15 ans que le CFCM est en place, aujourd'hui, on arrive, tant bien que mal, à dépasser ces histoires d'antagonisme entre les différentes origines et à raisonner en tant que musulmans de France et en tant qu'islam de France. Maintenant, il y a des communautés qui ne sont pas assez représentées, parce que malheureusement, le système, de représentation ou électif ne favorise pas leur éclosion. Par exemple, vous parlez de l'islam africain. Aujourd'hui, l'islam africain, il y a beaucoup de mosquées qui sont gérées par des Français musulmans d'origine africaine, mais qui sont plutôt dans les foyers de travailleurs. Donc ce ne sont pas des associations gestionnaires de lieux de culte déclarées à la préfecture qui les gèrent. Et ça, c'est un blocage, c'est une vraie entrave pour une meilleure représentation des musulmans d'origine africaine. Ceci étant dit, il y a une fédération qui s'appelle la FAYACA, qui est autour de la table. On aurait souhaité justement qu'il y ait d'autres organisations également qui viennent s'ajouter, parce qu'on est profondément convaincu que l'islam, entre guillemets, d'origine africaine est important en France et qu'il doit être représenté à sa juste valeur. Concernant la question pourquoi faut-il des représentants, comme vous le savez, dans l'islam, il n'y a pas de clergé, et globalement, il y a un certain nombre de dossiers qui se sont posés sur la pratique du culte musulman en France, sur lesquels les pouvoirs publics voulaient avoir des interlocuteurs. Par exemple, la construction des mosquées, la formation des imams, l'organisation de Eid al-Adha, de l'abattage pendant la fête du sacrifice ou la grande fête musulmane. Il y a la question de l'organisation du pèlerinage à la Mecque, la question des aumôneries, que ce soit dans les prisons, dans les hôpitaux ou dans les armées. Donc un certain nombre de questions pratico-pratiques, la définition du halal et l'abattage rituel, donc comment l'organiser. Donc toutes ces questions-là nécessitent des interlocuteurs des pouvoirs publics pour avancer.
Et le CFCM au niveau national et les CRCM au niveau de chaque région, qui sont les déclinaisons régionales, ont joué le jeu, ont été des interlocuteurs des pouvoirs publics pour avancer sur ces dossiers. Quand le CFCM en 2003 a été mis en place, on recensait 1400 à 1300 mosquées ou salles de prière. Aujourd'hui, on en est à 2500, 2600. Donc la mise en place du CFCM et des CRCM a rassuré les pouvoirs publics. On a joué le rôle de facilitateur entre les mairies et les projets de construction de mosquées. Aujourd'hui, ça se met en place. L'organisation du pèlerinage à la Mecque, pareil, il y a une charte qui a été établie pour tous les opérateurs, les agences de voyage qui organisent. Ça, c'est juste des questions. Aujourd'hui, les aumôneries, elles ont été mises en place grâce au CFCM. Il y a des aumôniers dans les prisons, et on a parlé tout à l'heure de la radicalisation en milieu pénitentiaire, qui jouent un rôle important, qui sont en dialogue permanent avec les incarcérés qui ont commis des actes de terrorisme, et donc c'est un rôle très très important. Et globalement, je pense que le fait d'avoir des interlocuteurs des pouvoirs publics permet effectivement de contribuer à ce débat-là. Et le dernier exemple, et je terminerai par ça, c'est le projet de modification de la loi de 1905, puisque le président de la République a reçu le CFCM pour parler de ce projet le 7 janvier à l'Élysée. Il a reçu l'ensemble des cultes le 10 janvier, et chacun des cultes a fait ses remarques sur ce projet de modification. Le CFCM a fait une analyse très détaillée et très argumentée, et nous avons appris dernièrement dans le cadre du débat national que le président de la République voulait s'en tenir à la loi de 1905 actuelle, rien que la loi, mais toute la loi. Et donc ça veut dire que quelque part ce projet de modification est en train d'être abandonné grâce à l'avis de tous les cultes, et le culte musulman a été, je dirais, porté par le CFCM. Bien, il est 21h, on arrête là. En tout cas, moi, je me serais acquitté de ma mission. Je donne la parole tout de suite à Soraya, et puis Michael fera la conclusion du colloque. Merci beaucoup. Effectivement, donc ce colloque touche à sa fin. Je tenais à remercier nos brillants orateurs, toutes celles et tous ceux qui se sont succédés ici, à cette tribune, pour ces échanges. À remercier bien évidemment vous toutes et vous tous, cher public, pour votre attention et aussi pour la pertinence des échanges. Je tenais à vous dire une petite chose avant de céder la parole à Michael qui va faire la conclusion. Très brièvement, vraiment sur le plan anecdotique, ma toute première rencontre avec Malek Chebel, elle a eu lieu il y a un paquet d'années, on va dire déjà, dans une librairie algéroise, un soir de Ramadan. Et nous avons échangé sur l'amour dans l'islam, sur la sensualité dans l'islam, sur le raffinement dans l'islam, sur la sexualité dans l'islam. Et cette rencontre, elle m'a profondément marquée, tant sur le plan professionnel que personnel. J'étais toute jeune journaliste, jeune mariée aussi, et cette rencontre, elle m'a confortée dans l'idée que l'islam rime avec humanisme et hédonisme. Et en 2017, j'ai eu le plaisir de recevoir Michael Chebel pour une émission hommage à Malek Chebel, enregistrée à Alger. D'ailleurs, Ghaleb Benchir avait fait une petite intervention depuis Paris. Et justement, Michael avait annoncé ce projet de fondation Malek Chebel. Et donc, je suis aujourd'hui très heureuse de voir que ce projet a abouti avec brio. Donc, je souhaite encore beaucoup de succès pour cette fondation. Et il est très modeste, mais je pense qu'on peut l'applaudir très chaleureusement et lui souhaiter encore beaucoup de succès. Je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à tous. Bon, tout le monde me demande une conclusion, mais ça va être très bref. Juste quelques points déjà pour vous remercier tous d'avoir été ici, de remercier nos orateurs, nos partenaires, l'Institut du monde arabe qui nous reçoit ici aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de voir se concrétiser, de voir se dérouler ce colloque autour de l'islam des Lumières en hommage à Malek Chebel. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui apparemment rencontre un succès considérable. Les tables rondes étaient très intéressantes. La première sur l'art de vivre, le raffinement et la sexualité en terre d'islam était très riche et nous a permis un petit peu de survoler ou d'apprécier certaines facettes de la civilisation arabo-musulmane que sont la beauté, la tendresse, la sensualité. Il a été beaucoup question de sexualité, on a bien exploré le sujet.
Une réponse qui a été très intéressante pour moi, c'était à la question de savoir si la religion, même dans le langage, ne pesait pas trop lourd sur les consciences et sur les âmes, on dira. Iba M. Sadi a eu une réponse superbe où elle citait elle-même Malek Shebel qui nous disait « Il y a 100 noms pour désigner Allah, il y en a 99 pour désigner Allah, pardon, et il y en a 100 pour désigner l'amour. » Je trouvais que c'était une très belle phrase. Pour ce qui est de la deuxième table ronde, la philosophie de l'islam des Lumières, alors là c'était bien plus profond, bien plus conceptuel, et c'était très intéressant de voir se dessiner cette modernité qui s'inscrit dans une dynamique historique, et de voir qu'on n'est pas les premiers à s'y atteler et qu'on sera certainement pas les derniers, mais qu'il faut continuer d'essayer. La troisième table ronde, et là c'était une question d'Homero, peut-être qui s'adressait au CFCM, mais peut-être que la Fondation Malek Shebel peut essayer d'apporter une petite réponse. La question était, est-ce qu'on ne peut pas profiter des venus des étrangers, entre guillemets, qui viennent, qui parlent français, qui comprennent la culture et qui sont empreints de culture française, mais aussi de culture musulmane, d'essayer de faire entrer un petit peu de modernité ou de modernisme, plus de modernité peut-être, pour qu'ils ramènent ça, pour que ce soit un échange et qu'on puisse le partager. La Fondation Malek Shebel organise, du coup j'en profite un peu pour donner notre programme, et nous on s'y attelle. La Fondation Malek Shebel fera le second acte de ce colloque en Algérie. Il devait avoir lieu dans 20 jours, mais bon, le contexte, malheureusement ou fort heureusement, en Algérie se prête à d'autres événements, et on encourage très fort toutes ces aspirations vers la démocratie, vers la liberté. Et voilà, moi je suis très très content de ce qui se passe là-bas, et on viendra en temps et en heure continuer notre comment je ne dirais pas de mots. On n'a pas de programme très précis, mais voilà, on essaie de diffuser cette œuvre de paix, d'ouverture, de fraternité, et il ne s'agit pas de refaire le colloque ici, mais en tout cas voilà. Merci beaucoup à vous, et merci à nos intervenants. Et je vous dis à très bientôt. محلكم يا نجوم يا منسي القمر